entend souvent par-ci par-là, en particulier face aux maladies dégénératives, dire que l'homme n'est pas fait pour vivre si longtemps, etc., etc. Alors, on peut se demander s'il y a un bon âge pour quitter la vie. On peut aussi se demander s'il est bien raisonnable de vouloir mourir en bonne santé, et s'il y a une programmation de la durée du match avec la mort. Après tout, vieillir est peut-être normal, ou peut-être pathologique. Il y en a qui le pensent en ce moment pas mal. Alors, Jacques Appelbaum est là, effectivement, pour nous aider à y voir clair. Il est directeur de recherche à l'INSERM, neurobiologiste de la croissance et de la sénescence, c'est-à-dire que vraiment il s'occupe de toute la chaîne. Il est spécialiste mondialement reconnu de ces problèmes depuis, alors là c'est assez compliqué, l'université Paris-Descartes et Paris-Diderot, qui, m'a-t-il dit tout à l'heure, il me l'a confié, se sont pacsés récemment et sont devenus un pôle de recherche d'enseignement supérieur, un presse, c'est bien ça, vous me dites si je me trompe, et qui s'appelle maintenant Sorbonne Paris-Cité. Voilà, je vous mets vraiment au courant des tout derniers développements des choses. Alors voilà, qu'est-ce que vieillir veut dire au-delà de nos rhumatismes pour certains, des poignées d'amour et des rides? La parole vous appartient, Monsieur Appelbaum. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à faire cette conférence. Donc je vais essayer de vous convaincre que le vieillissement, ça se passe dans la tête. Alors c'est évidemment une boutade, c'était pour vous faire venir, mais vous verrez qu'il y a quand même un peu de vrai là-dedans. Alors, on l'a déjà dit, l'espérance de vie augmente, c'est un fait, et l'espérance de vie augmente dans l'espèce humaine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle augmente non seulement à la naissance, mais elle augmente également chez les personnes âgées. Et c'est ce que vous voyez sur ce cliché, qui représente l'expérience de vie de 10 ans, x10, ou l'expérience de vie de x5 de 5 ans, chez les personnes qui, vous savez, en Suède, dans les pays scandinaves, ils tiennent des registres très, très, très bien tenus depuis près de 150 ans. Et donc on a ces courbes. Et on voit que entre 1861 et 1950, eh bien, bon, ça a augmenté, et puis il y a eu un plateau. Et puis il semble qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une inflexion extraordinaire que vous voyez, et qui est vraie non seulement en Suède, mais également aux États-Unis, en rouge, et au Japon. Et donc, depuis 1945, l'âge où les femmes ont 10 ans devant elles a augmenté de 8 à 12 ans, et il est désormais aux alentours de 80 ans. Et les courbes sont pratiquement parallèles pour les X5. Donc une femme qui a 80 ans, eh bien maintenant, elle va aller jusqu'à 90 ans. En ce qui concerne l'évolution de la population en France, eh bien, on a exactement le même phénomène. Ça s'est pris des courbes de l'INED. Et vous voyez ici, là, en haut, ça c'est l'espérance de vie à la naissance, pour les femmes en rouge et pour les hommes en bleu. Mais vous voyez qu'à 60 ans, une femme qui a en 1990 18,4 années d'espérance de vie devant elle, on aura 31,8 en 2050. Et même, donc ça représente un peu les courbes du premier cliché, c'est également vrai pour les femmes à 85 ans et les hommes à 85 ans. Donc c'est un fait, l'espérance de vie est en augmentation, et on se demande quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Alors, vous en avez déjà parlé, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus en France augmente, elle double en fait, entre les années 50 du siècle dernier et les années 50 de notre siècle. Donc en 100 ans, on va passer de 20% de la population à 40% de la population. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas seulement visible dans les pays dits développés, c'est vrai au niveau mondial. En 1950, il y avait 2,5 milliards de personnes sur Terre, et les seniors représentaient 8% de la population mondiale. En 2000, nous étions déjà 6,6 milliards, on était passé à 10%. Et en 2050, ça c'est les prévisions les plus strictes, il y aura 9 milliards de personnes sur la Terre, et 21% auront plus de 60 ans. Donc les 60 ans plus auront triplé, et il y aura 2 milliards de personnes de plus de 60 ans sur Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que 80% de ces plus de 60 ans
vivront dans les pays en développement. C'est-à-dire que la révolution démographique qui a pris 150 ans dans les pays comme le nôtre, qui a commencé avec la révolution industrielle au cours du 19e siècle, environ à la moitié du 19e siècle, eh bien ça se fera en beaucoup moins de temps que ça pour les pays dits en développement. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le nombre de personnes âgées dépassera celui des jeunes, et c'est déjà le cas du Japon depuis 1998. Et donc, on voit apparaître des vraiment vieux. Donc, c'est repris du même travail de Vaupel qui a été publié il n'y a pas très longtemps. Vous voyez en vert les Suédois qui ont plus de 100 ans, et en bleu les Japonais qui ont plus de 150 ans. 105 ans. C'est bien, je vois que vous suivez. Et vous avez les résultats pour l'INED en France. 14 944 centenaires au 1er janvier 2010, et ça sera multiplié par 4 en 2050. Et bon, ça c'est aussi un chiffre qui est assez parlant, c'est la moitié des petites filles qui sont nées en 2010 peut espérer vivre jusqu'à 100 ans. Alors, bon, à quoi est dû ce vieillissement de la population mondiale ? Il est dû en fait au ralentissement de la croissance démographique et à une baisse de la fécondité. C'est-à-dire les gens vivent plus longtemps, donc il y a également une baisse de la fécondité et une baisse de la mortalité puisqu'il y a allongement de l'espérance de vie. Donc, je répète, depuis 1950, l'espérance de vie a gagné 20 ans, passant pour l'ensemble du globe de 46 ans à 66 ans. Et dans le monde, donc, les personnes qui ont atteint 60 ans, un homme pourra espérer vivre en moyenne encore 17 ans et une femme 20 ans. Et pour les pays en développement, encore une fois, 75 ans et 76 ans, pas si différents que ça des pays développés, avec 78 ans et 83 ans. Évidemment, il y a des incidences à cette révolution démographique sur la croissance économique, sur l'épargne, sur l'investissement, la consommation, le marché du travail, le financement des retraites, très à la mode, la prise en charge des maladies liées à l'âge et la prise en charge des personnes dépendantes. Parce que de 1950 à 2000, le nombre de personnes de 15 à 65 ans pour une personne âgée est passé de 12 à 9, et en 2050, ce chiffre sera de 4. Donc en Europe, le baby-boom, dont nous sommes des représentants, maintenant c'est plus le baby-boom, c'est le papy et surtout le mammy-boom. Heureusement en France, on a un taux de fertilité qui est relativement bon. Pour qu'il y ait un renouvellement des générations, il faut que ce taux de fertilité soit de 2,1 enfants par femme. La moyenne européenne est de 1,5 et les décès dépassent les naissances. Donc en 2006, il y aura 4 actifs pour un retraité. 2050, 2 actifs pour un retraité. Donc, est-ce que l'UE en 2050 sera une maison de retraite à ciel ouvert ? Actuellement, l'âge moyen d'un citoyen de l'UE, c'est 39 ans. 2050, ça sera 49 ans avec 11,4% de personnes au-delà de 80 ans. Mais quand même, encore une fois, l'espérance de vie s'allongera de 6 ans pour les hommes et de 5 ans pour les femmes. Alors ceci est très différent d'un pays à l'autre. Donc j'ai représenté sur ce cliché la moyenne européenne, c'est la première ligne. Vous avez la situation pour la France, c'est la deuxième ligne, et vous avez la Russie. Donc si vous regardez les populations en 2009, donc 738 millions d'habitants en Europe, on passe à 702 millions en 2050. La France, grâce à ce bon taux de natalité, ici, on reste en croissance, on passe de 62,6 à 70. Et vous voyez qu'un pays comme la Russie, par contre, lui, va passer de 142 millions à 117, avec des chiffres de mortalité infantile qui sont nettement au-dessus de la moyenne européenne et de ce qui se passe en France, un taux d'enfants par femme qui est dans la moyenne européenne, et puis surtout des espérances de vie qui sont très très nettement au-dessous de la moyenne européenne, 61 ans seulement pour les hommes, comparé à 72 ans et 78 ans pour notre pays. Et vous voyez que si on fait le lien, il y a effectivement un lien assez net entre les conditions socio-économiques et ces données démographiques. Des chiffres encore un petit peu pour terminer sur la démographie.
voilà des projections qui sont faites pour la population en Allemagne en 2005 et en 2025. Vous avez la bosse du chameau ici, c'est ce fameux baby-boom. Donc le baby-boom, enfin c'est pas le baby-boom, mais c'est tardif. Vous avez cette bosse qui continue. Mais surtout, ce que vous voyez, c'est que les personnes jeunes en Allemagne n'augmentent plus du tout. Donc, ils ont fait des projections des travailleurs et des heures travaillées par semaine, parce que l'idée, finalement, c'est de dire, voilà, donc en 2005, les projections, le nombre d'heures travaillées par semaine, c'est cette courbe rouge ici que vous voyez. Et donc, on voit qu'à partir de l'âge de 60 ans, il y a une chute très forte, et qu'à 65 ans, il n'y a pratiquement plus personne qui travaille. Donc, si on se projette en 2025, on va se retrouver avec une courbe qui va être ici. Et vous voyez que la projection qu'ils ont choisie, c'est de dire qu'il faudrait que les personnes jeunes travaillent plus tard, ce qui est déjà un peu le cas, puisqu'il y a des études qui durent beaucoup plus longtemps. Mais si elles commencent à travailler plus tard, il faut aussi qu'elles continuent à travailler plus tard. Et à ce moment-là, on arrivera finalement à maintenir le nombre d'heures travaillées par semaine, mais en changeant la forme de la courbe. Donc ça, c'est les projections que les démographes font pour et ça engage des changements de société importants. Donc on arrive à quel remède avec quelles conséquences pour le vieillissement de la population en Europe. Un premier point, c'est l'immigration. C'est clair que c'est une façon d'aller contre ce phénomène. L'autre point, c'est l'augmentation de la productivité des actifs en retardant l'âge du départ en retraite. On en entend beaucoup parler actuellement. Une nouvelle politique nataliste pour l'ensemble de l'Europe, puisqu'en France, cette politique nataliste qui est vivace depuis la Deuxième Guerre mondiale a quand même porté ses fruits. C'est une affaire à suivre. Donc ça dépasse le cadre de ma conférence. C'est vraiment des choix de société que nous aurons à faire dans les années qui viennent. Donc simplement pour résumer, en 2050, un Européen sur 3 aura plus de 60 ans, 1 sur 10 aura plus de 80 ans. Ça posera des questions sanitaires, des questions économiques, des questions sociales, des questions politiques. Comment vieillira-t-on demain? Dans quel état de santé? Dans quelles conditions de vie? Quel sera le montant des retraites? Comment prendrons-nous en charge la dépendance et les dépenses de santé? Tout ça, ce sont des problèmes de société et ce n'est qu'en société que nous pourrons les résoudre. Donc maintenant, je passe à la deuxième partie de cette conférence, c'est qu'est-ce que le vieillissement? Alors moi, j'aime bien cette phrase que disait Jonathan Swift, l'auteur des Voyages de Gulliver. Dans les Voyages de Gulliver, il invente, à un moment donné, Gulliver visite une île, et dans cette île, il y a des populations, et dans ces populations, il y a quelquefois des gens qui naissent et qui sont immortels. Ce sont les Strulbugs. Le problème, c'est que ces gens sont immortels, mais ils vieillissent. Et donc, ils deviennent kakoshim, ils perdent la mémoire, etc. Et donc, c'est vraiment une population horrible que ces Strulbugs. Et donc, dans ce chapitre, Jonathan Swift parle de ça, et il dit « Chaque homme voudrait vivre longtemps, mais aucun homme ne voudrait devenir vieux. » Et donc ça, c'est le rêve de l'humanité depuis des millénaires, puisque une des premières épopées qu'on a retrouvées sur les tablettes d'argile mésopotamiennes, c'est l'épopée de Gilgamesh. Et déjà, Gilgamesh recherchait l'immortalité. Donc c'est un vieux problème que la longévité contre le vieillissement. C'est le vieux problème du génétique et de l'hypégénétique. Avant, on parlait de l'inné et de l'acquis. Maintenant, on utilise des mots qui sont plus sexy, en quelque sorte. C'est génétique, c'est-à-dire le programme porté par les gènes. L'épigénétique, tout le reste, tout ce qui est autour des gènes, et en particulier l'environnement. Donc la longévité. Qu'est-ce que c'est que la longévité? Vous posiez la question, est-ce qu'il y a un programme de vieillissement?
Moi, je crois qu'il y a un programme de vieillissement pour ça, à cause de cette raison-là. C'est que si vous regardez une Daphnie, elle vit quelques jours. Si vous regardez une caille, elle va vivre peut-être 5 ans. Si vous regardez une chauve-souris, un porc-épic, ça va être quelques dizaines d'années. Un corbeau, un éléphant, de l'ordre de 50, 60 ans. Et l'homme, pour l'instant, le record, c'est un record français, c'est Jeanne Calment, 122 ans et 147 jours. Et si on continue, eh ben, il est dit que l'esturgeon vivrait peut-être un peu plus longtemps que les hommes. Puis après, on quitte le domaine, quitte le règne animal et on rentre dans le règne végétal. C'est-à-dire que le roseau, le baobab, l'olivier, le cèdre du Liban, le ginkgo, et puis quelques clones de peupliers ou de myrtilles qui ont été découverts en Australie, en particulier pour le clone de myrtille, qui vivrait de l'ordre de 30 000 ans. Donc c'est pour ça que je dis que probablement la longévité d'une espèce, la longévité d'un organisme, elle est programmée. Maintenant, c'est vrai que la limite, on ne la connaît pas pour l'instant. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'espérance de vie moyenne augmente même chez les personnes très âgées. On commence à voir des personnes surtout au Japon, également en France, on commence à voir des personnes qui sont au-delà de 105 ans, des personnes qui sont au-delà de 110 ans. Ça, c'était la longévité. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le vieillissement ? Le vieillissement, c'est les mêmes effets à un âge différent selon l'espèce. Pourquoi est-ce qu'une souris à 2 ans, un chien vers 12 ans, un cheval à 22 ans, un chimpanzé à 32 ans, un homme à 82 ans vont avoir une diminution de l'élasticité des tissus, de la force musculaire, de la rapidité des réflexes, des défenses immunitaires, des organes d'essence, de la mémoire? Et pourquoi est-ce qu'on va avoir une augmentation des maladies liées à l'âge qui concernent l'ensemble de ces grands systèmes, que ce soit l'ostéoporose pour les os, l'arthrose, certains cancers, le diabète, la cataracte ou la presbyacousie, les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, etc. etc. Je vous donne simplement un petit exemple des déficits mnésiques qui sont observés chez l'homme, le singe et le rat. Donc ici, le premier cliché sur la gauche, c'est une tâche qui est demandée, une tâche de rappel qui est demandée à des personnes âgées par comparaison avec des personnes jeunes dans un musée. On leur demande de se souvenir où ils ont vu une certaine œuvre d'art, et on voit que le pourcentage de réponses correctes diminue avec l'âge. De même, des singes âgés, c'est le cliché du milieu, vont retenir moins longtemps une nouvelle information. Et de même, des rats âgés apprendront moins bien à s'échapper d'un labyrinthe aquatique, le labyrinthe de Barnes. Donc pourquoi vieillit-on ? Ben, c'est simple. Chez les animaux sauvages, finalement, ils ne vieillissent pas. Ou très peu. Parce qu'il y a une mortalité extrinsèque qui est très forte. Soit les prédateurs, soit les maladies, soit les famines, les mauvaises conditions climatiques, les accidents variés. Donc ça diminue considérablement le nombre d'animaux âgés. Donc l'impact des gènes sera d'autant plus grand selon que le gène s'exprime tôt pendant la période de reproduction de l'animal. Ça, c'est les théories évolutionnistes qui nous font dire ça. Et un gène qui va s'exprimer tardivement, après la période de reproduction, s'il a une action néfaste, ce gène ne pourra pas être éliminé par la sélection naturelle. Parce que la sélection naturelle, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. C'est qu'elle est maximum avant l'âge de la première reproduction, jusqu'ici, et puis au fur et à mesure que cette reproduction diminue, elle tend vers zéro, et au-delà, la sélection génétique ne s'exerce plus. Donc la sélection naturelle, c'est le nombre d'individus et la capacité reproductive. Elle diminue lorsqu'un organisme vieillit,
Et elle ne peut donc pas aller contre le processus du vieillissement. Et c'est pour ça qu'on vieillit. Alors, est-ce que ça peut être démontré, ça ? Il y a eu des études qui ont été faites chez la mouche. Est-ce qu'on peut intensifier la sélection à un âge plus avancé ? Donc chez la mouche, vous avez ici des mouches contrôle, et vous avez l'âge, le pourcentage de mouches qui survivent à un âge donné. Vous voyez qu'à 2 mois d'âge, chez les mouches contrôle, elles sont toutes mortes. Et puis, ça c'est chez les mâles, et ça c'est chez les femelles. Et vous avez le groupe expérimental. Alors qu'est-ce que c'est que ce groupe expérimental ? C'est ce qu'on a fait, ce qu'ont fait les gens qui ont fait ces expériences. Ils ont sélectionné des œufs qui étaient pondus par des femelles un peu plus âgées. Et ils l'ont fait sur de nombreuses générations. Et donc ce qu'ils ont obtenu, c'est des drosophiles qui commençaient à se reproduire à un âge où la plupart de leurs ancêtres à vie plus courte seraient déjà morts. Donc c'est ce que vous voyez là. Vous voyez que la courbe, elle est décalée vers les âges plus importants. Et en plus, ces mouches, c'était des ubermouches, c'était des mouches qui étaient très très performantes, elles volaient plus longtemps, elles stockaient plus de graisse et de glycogène, et elles s'accouplaient jusqu'à 10 fois par jour. Donc elles étaient très en forme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'expérience a été faite et réversible, c'est-à-dire qu'ils ont fait une sélection inverse, c'est-à-dire qu'ils ont pris ces mouches-là, puis ils ont pris celles qui se reproduisaient le plus jeune dans ces mouches, et puis ils l'ont fait sur plusieurs générations, et ils ont remis la courbe vers les contrôles. Donc voilà une démonstration de ce que c'est que la sélection naturelle chez les mouches. Il y a des expériences qui ont été, enfin pas des expériences, il y a des études qui ont été faites sur les registres de l'aristocratie britannique, qui était très bien tenue depuis environ le XIIIe siècle, et ils se sont aperçus que au cours des siècles, c'était effectivement les femmes qui faisaient des enfants le plus tard, qui vivaient le plus vieilles. Alors évidemment, vous pouvez dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas l'asepsie, il n'y avait pas l'hygiène, et donc c'est un peu logique que les femmes qui donnaient naissance plus tard avaient moins de chances de mourir en couche plus jeune. Mais enfin il semble que ça a été fait dans l'aristocratie où il y avait quand même déjà des conditions socio-économiques qui étaient relativement bonnes. Enfin ça n'a jamais été reproduit par d'autres, donc je le dis, mais il faudrait encore le vérifier. Donc on a vu pour les mouches, on a vu pour les aristocrates britanniques, il y a aussi des études qui ont été faites avec des petits marsupiaux comme l'opossum de Virginie. Sur le continent, cet animal ne vit pas beaucoup plus vieux que 2 ans. Mais il y a un chercheur qui s'appelle Hofstadt qui a eu l'idée de les adapter sur une île au large de la Virginie, et il a vu que la longévité moyenne et maximale de la population augmentait de 25% et 50% pour la longévité maximale, avec des signes de vieillissement plus tardif dans ces conditions qui étaient protégées, puisque sur ces îles, il n'y avait pas de prédateurs, donc les animaux étaient protégés. Et encore une fois, dans ce cas-là, la puissance reproductrice a diminué chez les opossums insulaires. Ils ont diminué le nombre de petits par portée chez les insulaires par rapport aux continentaux. Donc là, voilà des expériences sur la sélection naturelle. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un gène qui aura une action néfaste tardivement ne pourra pas être sélectionné, ne pourra pas être éliminé par la sélection naturelle. Il y a différentes classes de gènes qui s'expriment à différents âges. Alors vous avez 2 bons allèles, 2 bons gènes avec des bons effets précoces et tardifs. Exemple, un gène de résistance au stress oxydant. Vous avez des gènes qui peuvent être bons chez des jeunes, mais qui vont avoir des effets tardifs délétères. Un exemple, le gène du récepteur aux androgènes. Si vous avez une augmentation des triplets CAG sur ce gène, ça va augmenter l'activité du gène, ça va augmenter l'activité du récepteur des androgènes, donc ça va faire une capacité de reproduction qui est meilleure, mais plus tardivement, c'est un gène qui est associé, à l'apparition du cancer de la prostate. Et puis vous avez 2 mauvais allèles qui n'atteignent un niveau d'expression phénotypique que tardivement. On parlait tout à l'heure des maladies neurodégénératives. Il y en a une qui s'appelle la maladie de Huntington. C'est une maladie
qui est due à un seul gène, monogénique, dominante. Si ce gène est muté, eh bien, la personne va développer la maladie de Huntington. La moyenne, c'est aux alentours de 45 ans. Comment vieillit-on maintenant ? On vieillit en respirant. Chaque fois que vous respirez, ça entraîne la production d'oxygène réactif, les fameux radicaux libres, et ceux-ci peuvent induire des modifications néfastes au niveau de l'ADN, au niveau des protéines ou des lipides, et ça peut même aller vers une mort cellulaire par apoptose. Évidemment, l'organisme possède des défenses antioxydantes variées, que ce soit des enzymes synthétisées par l'organisme ou que ce soit des produits qui sont apportés par la nutrition, en particulier les vitamines. Une autre façon de vieillir, c'est en mangeant. Chaque fois que vous mangez, vous prenez du sucre, vous fabriquez du glucose, et il y a une réaction qui s'appelle la réaction de Maillard, qui fait que le glucose se fixe irréversiblement sur les protéines pour donner ce que les Américains, enfin les Anglo-Saxons appellent les Activated Glycosylation End Product, ce qui fait un acronyme très, très bon puisque ça fait AGE. Donc c'est ce qui est représenté ici. Vous voyez, ici vous avez une protéine, vous avez le glucose. Le glucose se fixe sur cette protéine, et puis ensuite, donc vous allez avoir la réaction de Maillard, et vous allez avoir deux protéines qui vont être fixées par ce glucose, et évidemment, ces protéines, elles vont fonctionner moins bien que lorsqu'elles étaient dans leur conformation native. Alors, maintenant, on va arriver au cœur de mon exposé, qui est le vieillissement neuro-endocrinien, une discipline qui nous est chère à Hubert Vaudry et à moi-même. Ça a commencé avant même qu'on connaisse les hormones. Ça a commencé avec ce monsieur qui s'appelle Charles-Édouard Brown-Séquard, qui a eu une carrière assez spectaculaire puisqu'il a travaillé, il a fait sa thèse en France. Et puis ensuite, il a été soigné une épidémie de choléra, je crois, ou de typhoïde, je ne me souviens plus très bien, à La Réunion, parce qu'il était d'origine réunionnaise. Et puis ensuite, il a été en Angleterre, où il a été professeur à Londres. Ensuite, il est parti à Harvard. Mais à l'époque, Harvard, c'était beaucoup moins bien que maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il est revenu ensuite au Collège de France, où il a terminé donc comme il était élève de Claude Bernard, et il lui a succédé comme professeur au Collège de France. Il est surtout connu pour ses travaux en neurobiologie, mais également, à la suite de Claude Bernard, sur donc, les travaux sur les sécrétions internes. Et en 1878, à un âge déjà assez avancé, il s'est dit que il se sentait pas très bien, il se sentait un peu fatigué. Donc il a fait une expérience sur lui-même. Il s'est injecté des extraits de testicules de mouton. Et il s'est trouvé beaucoup mieux. Et donc il a proposé que pour prolonger la vie, il fallait s'injecter des extraits de testicules de mouton. Donc ça a fait beaucoup de bruit dans les gazettes. On a parlé de l'élixir de Brown-Séquard. Mais en fait, ce qu'il avait inventé, sans le savoir, c'était le traitement hormonal substitutif. Puisque à l'époque, on ne savait pas ce que c'était qu'une hormone. Les hormones ont été découvertes au début du XXe siècle. La première, c'est la sécrétine, dans la première décennie du XXe siècle. Donc, ce qu'avait compris Brown-Séquard, en fait, la grande illumination qu'il avait eue, c'était que il y avait un système qui contrôlait ça. C'était Claude Bernard qui avait parlé de l'équilibre intérieur, la constance de l'équilibre intérieur, du milieu intérieur. Il parlait de milieu intérieur. Et donc ce milieu intérieur, il est contrôlé en grande partie par le système endocrinien, par les hormones. Et il y a des modifications importantes des taux circulants d'hormones avec l'âge. Et depuis une cinquantaine d'années, enfin un peu plus, on sait que c'est le cerveau qui est la glande qui commande l'ensemble des sécrétions hormonales du corps par l'intermédiaire des connexions entre l'hypothalamus à la base du cerveau et l'hypophyse.
et que cette hypophyse va synthétiser un certain nombre d'hormones. J'ai représenté ici les 3 plus importantes modifications qu'on observe avec le vieillissement, mais j'aurais pu aussi parler de la TSH. Vous avez ici donc l'hormone de croissance, grosse hormone, LH et FSH, hormones lutéinisantes et folliculostimulantes, les hormones gonadiques, enfin gonadotropes, excusez-moi, et l'hormone corticotrope qui va agir donc sur les glandes surrénales. Donc cette hormone ici diminue avec le vieillissement. Ces 2 hormones diminuent avec le vieillissement. La CTH n'est pas véritablement modifiée. Donc ces diminutions au niveau hypophysaire vont entraîner des baisses d'autres hormones comme l'IGF-1, ce qui va faire la somatopause. C'est une diminution qui est très progressive avec l'âge. Ici, pour ce qui est des gonades, vous avez l'andropause avec une diminution relativement lente également de testostérone, mais une diminution très très rapide, très brutale des sécrétions par l'ovaire, des sécrétions d'estradiol et de progestérone, et ça, bon, c'est la ménopause. Et puis pour ce qui est de la CTH, je crois que le professeur Beaulieu est venu il y a quelques années, donc il a dû vous parler un peu de la DHEA et de l'adrénopause. Donc si on parle du vieillissement stéroïdien, donc voilà ce qui est représenté sur ce cliché. Vous voyez l'estradiol, la progestérone, l'allopregnanolone, la testostérone, le sulfate de prégnanolone, le sulfate de DHEA, le cortisol. Donc ici vous avez les hormones stéroïdes de l'ovaire et du testicule, et ici les hormones stéroïdes de la surrénale. Et vous voyez que chez l'homme, on a une baisse donc de testostérone comme chez la femme, mais chez la femme, baisse brutale d'estradiol et de progestérone, et pas tellement chez l'homme. Et donc des différences marquées entre les sexes, et comme je l'ai dit, pas de modification de cortisol circulant véritablement net, mais on y reviendra peut-être si on a le temps sur la fin, lorsque nous parlerons des hormones du stress. Donc le traitement hormonal substitutif, c'est également une vieille idée, hein. C'est l'administration d'un estrogène ou d'un estrogène en combinaison avec un progestatif pour protéger l'endomètre. Ça a été donc initialement proposé pour le traitement à court terme des symptômes climatériques. Et puis, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, en fait, on a commencé à dire que peut-être on pourrait utiliser un traitement prolongé pour favoriser un vieillissement réussi. En d'autres termes, on pouvait, protéger de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des troubles cognitifs, des maladies neurodégénératives. Et donc là, pourquoi on a proposé ça? Parce que l'estradiol, la progestérone, la testostérone sont beaucoup plus que des hormones de reproduction. Au niveau du système nerveux, elles exercent des effets pléiotropes, c'est-à-dire des effets très divers, en régulant de nombreuses fonctions neuronales et gliales, modulation de la neurotransmission, effets neurotrophiques et neuroprotecteurs, et la progestérone joue un rôle dans la myélinisation. Donc voilà représentés les effets neuroprotecteurs de l'estradiol, in vitro, sur des cultures de neurones. On protège de la toxicité qui est liée aux acides aminés exciteurs, au stress oxydant, la privation de glucose, le peptide bêta-amyloïde constituant principal des plaques séniles dans la maladie d'Alzheimer. Et in vivo, on empêche l'apparition de lésions ischémiques, on protège des effets toxiques de certaines toxines sur les neurones dopaminergiques, des lésions excitotoxiques et aussi des effets neurotoxiques. Voilà un exemple que je peux vous montrer où une déficience en estradiol se traduit au niveau du cerveau en une augmentation et une accélération de la formation des dépôts amyloïdes. Ce que vous voyez ici, c'est des souris à qui on a des souris qu'on a modifiées de façon à ce qu'elles aient un gène humain qui code pour la protéine précurseur du peptide amyloïde qui va faire des plaques séniles dans le cerveau. Et vous voyez qu'à 6 mois, il n'y a pas de plaques séniles, mais à 12 mois, on voit ces plaques séniles de façon très spectaculaire dans le cortex de ces animaux et également un peu dans l'hippocampe. Si on prend des animaux et qu'on leur retire les stéroïdes circulants, finalement, on aurait presque l'impression qu'il y en a un peu moins.
Par contre, si on retire l'enzyme qui est capable, là donc les animaux ont été ovariectomisés à 3 mois, on a l'impression qu'il y a un petit peu moins de plaques. Donc on a retiré les gonades circulantes, on a retiré l'ostradiol circulant. Ici, on a retiré l'enzyme qui permet de synthétiser l'ostradiol. Donc à la fois circulant et à la fois dans le cerveau. Et là, on voit que dès l'âge de 6 mois, ces animaux font des plaques. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit ça? Parce que les taux d'estradiol chez les souris APP23 âgées de 6 mois sont tels qu'ils sont. C'est-à-dire que si on regarde dans le plasma, voilà les contrôles. Si on prend les animaux qui ont été ovariectomisés à 3 mois, eh bien on a une diminution considérable dans le plasma et encore plus avec les animaux qui n'ont plus la possibilité de synthétiser de l'estradiol. Par contre, dans le cerveau, et ça c'est la grande découverte du professeur Beaulieu et du docteur Robel, c'est que le cerveau a la capacité, même si on retire les gonades, vous voyez que l'estradiol dans le cerveau n'a pas bougé chez les animaux ovariectomisés. Donc le cerveau, lui, est toujours capable de synthétiser des neurostéroïdes, des stéroïdes synthétisés dans le cerveau. Et évidemment, quand on retire l'enzyme qui permet de synthétiser ces stéroïdes, eh bien là, les concentrations sont beaucoup plus faibles. Donc on a la synthèse locale de stéroïdes à partir de précurseurs circulants chez la femme ménopausée. On a dans le cerveau donc une formation locale. Il y a également une formation locale d'estrogène dans le tissu adipeux à partir de stéroïdes précurseurs comme la DHEA, d'où l'idée qu'éventuellement la DHEA pourrait protéger du vieillissement. Mais l'idée qui est à retenir, c'est que les taux faibles d'estrogène circulant qui persistent chez la femme ménopausée ne reflètent pas forcément les concentrations locales dans les tissus. Et donc, quand il y a eu des mesures de stéroïdes qui ont été faites chez les personnes âgées, eh bien, il y a une persistance de taux élevés de prégnénolone et de DHEA qui sont supérieurs aux taux plasmatiques. Et même après la ménopause chez les femmes, on retrouve des taux significatifs d'estradiol et progestérone dans le cerveau. Donc voilà ce qu'on peut dire à propos du vieillissement stéroïdien. Maintenant, si on passe à l'hormone de croissance, l'hormone de croissance est une hormone pour la croissance, mais également pour le métabolisme énergétique. Donc au cours de la croissance, évidemment, elle est très importante pour la taille, mais elle joue aussi un rôle sur la prolifération et la différenciation de nombreux tissus. Elle régule le métabolisme des protéines, des lipides et des carbohydrates. C'est un agent qui dissout les graisses, qui est hyperglycémiant. C'est aussi une cytokine. Elle joue un rôle dans le système immunitaire. Et il semble qu'il y a une relation assez directe entre le sommeil à ondes lentes et l'augmentation nocturne de l'hormone de croissance chez l'homme. Donc c'est une grosse protéine, hein. Les neurostéroïdes, les stéroïdes, ce sont des petites molécules. Là, on parle d'une grosse protéine de 22 kilo Dalton, nombreux acides aminés que vous voyez là. Et donc voilà la différence entre une personne jeune qui sécrète de l'hormone de croissance environ vous avez ici donc 18h, 24h, 6h du matin, midi, 18h, 24h, etc. Donc vous voyez que là, on a une sécrétion pulsatile de l'hormone avec des pics qui sont relativement réguliers dans le temps, hein, toujours à peu près au même moment, avec des amplitudes qui sont plus fortes, comme je vous le disais, au moment du sommeil à ondes lentes, ici. Cette rythmicité existe toujours chez la personne âgée. Elle est moins régulière que chez la personne jeune. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que l'amplitude des pics d'hormones de croissance est beaucoup plus faible. Alors, quelles sont les conséquences de ce déficit en GH? Eh bien, c'est l'accumulation de tissus adipeux, la tendance à l'obésité, j'en suis un bon exemple, les résistances à l'insuline, le facteur de risque qui sera important pour le développement du diabète de type 2, l'augmentation des taux plasmatiques de triglycérides et de cholestérol, ça c'est pas vraiment bon pour le système cardiovasculaire, la diminution de la masse maigre, de la force des muscles squelettiques et cardiaques, de même, la diminution de la densité minérale osseuse, avec donc ostéopénie,
la diminution des fonctions immunitaires, la fragilisation des vaisseaux sanguins, diminution de l'épaisseur de la peau, de sa capacité de cicatrisation, diminution de la qualité du sommeil, diminution des capacités émotives, diminution du sentiment de bien-être. Là, je vous ai décrit finalement exactement les symptômes du vieillissement. Ça a beaucoup de similitudes. Donc, ce qu'on observe chez les patients qui sont, pour des raisons X ou Y, qui sont déficients en hormones de croissance, c'est tous ces signes qui sont finalement les signes du vieillissement. Et depuis qu'on a l'hormone de croissance recombinante, on peut soigner ces personnes, et on s'aperçoit, on s'aperçoit que c'est vraiment important, parce que voilà une étude qui est parue il y a quelques années en Suède, où ils ont comparé l'âge moyen de patients traités et non traités à l'AGH. Ils ont regardé le décès, ils ont regardé les problèmes cardiovasculaires et les problèmes cérébrovasculaires, et vous voyez que le risque de décès était d'environ 4 fois plus grand chez les personnes qui étaient non traitées, à l'âge moyen de 57 ans, par rapport aux patients traités à l'hormone de croissance. Et de même, les risques cardiovasculaires et cérébrovasculaires étaient également beaucoup plus faibles chez les patients qui étaient traités. Donc alors, comment ça marche, le système de l'hormone de croissance? Ça, c'est un peu ma spécialité, c'est pour ça que je me permets de vous le décrire un peu plus en détail. Et puis c'est aussi parce que c'est peut-être, vous allez voir que c'est important pour la longévité. Ça marche par 2 systèmes de neurones hypothalamiques. Les neurones AGHRH, une neurohormone hypothalamique qui va stimuler la sécrétion d'hormones de croissance à partir des cellules de l'hypophyse, et par la somatostatine, une autre hormone hypothalamique qui va, elle, inhiber la sécrétion d'hormones de croissance. Et c'est par l'interaction de ces 2 hormones qu'on va avoir ces beaux pics pulsatiles, ces beaux épisodes sécrétoires de sécrétion d'hormones de croissance. Évidemment, comme tous les systèmes endocriniens, ce sont des systèmes qui sont très régulés en boucle, avec ce qu'on appelle des rétrocontrôles, des feedbacks. Donc ça peut se faire par des facteurs périphériques, en particulier l'IGF-1, on va y revenir. Et puis il y a aussi des facteurs hypothalamiques et extra-hypothalamiques qui peuvent jouer dans ces régulations de la pulsatilité, de ces rythmes hormonaux. Donc les causes du déclin en GH observées au cours du vieillissement, eh bien en fait, au début, l'hypothèse c'était une augmentation de la somatostatine hypothalamique et une diminution du GHRH hypothalamique. Et puis, ceci a pu être vérifié chez le singe, où on a pu poser des canules au niveau de l'hypothalamus et suivre les concentrations circulantes de somatostatine et de GHRH chez des animaux jeunes et des animaux âgés. Et vous voyez donc, ici, ce sont les mêmes échelles. Vous voyez immédiatement l'augmentation importante de la sécrétion de somatostatine avec l'âge chez cette femelle rhésus, et de façon tout à fait antiparallèle, vous avez la diminution marquée des concentrations de GHRH avec l'âge chez un autre animal. Donc c'est bien, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, ou plutôt le titre de ma conférence, le vieillissement, c'est bien dans la tête que ça se passe. Donc, est-ce qu'on peut avoir un effet substitutif par un traitement à l'hormone de croissance chez la personne âgée de plus de 60 ans? Des effets bénéfiques, on peut s'attendre à avoir des effets bénéfiques sur la masse grasse, sur la masse maigre, sur la taille des muscles, sur la force musculaire, sur les performances physiques, sur la densité minérale osseuse, etc. Mais il va y avoir des inconvénients, parce que l'administration se fait en sous-cutané. Une injection par jour ne va pas mimer la sécrétion pulsatile de GH qui a lieu pratiquement toutes les 3 heures. Il y a la difficulté de trouver un dosage correct qui n'entraînera pas de taux supraphysiologiques de GH, parce que si vous avez des taux supraphysiologiques de GH, vous risquez d'aller vers un diabète insulinodépendant. Vous risquez également de produire trop d'IGF-1, ce qui va être un facteur de risque pour un certain nombre de cancers, dont celui de la prostate, et puis ça coûte très cher également. Donc,
l'AGH en tant que tel n'est pas recommandé pour aller contre les effets du vieillissement. Il y a eu un espoir, c'était les GH sécrétagogues. C'est une famille de molécules qui avait été découverte dans les années 80, qui était capable de reproduire chez l'animal la sécrétion pulsatile de GH. Donc c'était dans les années 80. Ça prend un certain temps avant d'essayer d'appliquer chez l'homme les connaissances qu'on obtient sur des modèles animaux. Donc en 2008, c'est sorti cette publication qui montrait qu'il y avait effectivement une augmentation des taux de GH et d'IGF-1 sans effet secondaire grave, avec une augmentation de la masse maigre, modification de la densité minérale osseuse, mais il n'y avait pas de diminution de la masse grasse parce que ces GH sécrétagogues ont également des effets sur la masse grasse et en fait ils augmentent la masse grasse. Et aussi ce que vous voyez sur le cliché ici, c'est que au bout de 6 mois, il y avait effectivement une grande augmentation des pics de GH chez les personnes âgées, mais au bout de 12 mois, on voit que cet effet a tendance à diminuer. Et surtout, les GH sécrétagogues, ils augmentent l'appétit, ils diminuent la sensibilité à l'insuline, ils augmentent donc les taux sanguins de glucose, donc ils sont diabétogéniques, et donc on n'a pas pu développer ces molécules plus loin que cette étude de 2008. Ça n'empêche pas que sur Internet, vous pouvez toujours trouver des publicités de ce type où on va vous dire, voilà, ça c'est une pommade transdermique qui va marcher, c'est la première et la seule préparation transdermique pour le GHRH, la neurohormone hypothalamique. Ça va être très très bon, vous allez avoir des effets majeurs, mais les effets, vous les verrez bien mieux si vous faites un petit régime à base de peu de glucose, de peu de sucre, si vous maintenez une activité physique régulière, surtout si vous arrêtez de fumer. Donc je crois que ce sont les bons conseils à suivre et ce n'est pas la peine d'aller chercher des produits sur Internet. Donc voilà. Les organismes modèles maintenant. Donc je vous ai dit que je poussais un peu sur la régulation donc, de la croissance et du métabolisme énergétique parce que depuis une dizaine d'années, il y a eu des études qui ont été faites sur des organismes modèles, comme par exemple ce petit ver nématode Cenarabitis elegans. Il est très élégant. Il a une durée de vie de quelques semaines. Mais ce qui a été fait sur ces animaux, on peut faire des expériences relativement simples, c'est-à-dire on peut le priver de nourriture. Si on le prive de nourriture, c'est un animal qui est capable de se mettre dans un stade qui ressemble un peu à un stade larvaire, on appelle ça le stade d'Auer, et lorsqu'il est dans ce stade, eh bien, donc, si vous remettez de la nourriture, eh ben, il va ressortir de ce stade d'Auer et il va se remettre à manger. Et donc ceci se fait par des terminaisons nerveuses ici qui sentent donc ces bactéries que mangent ces petits animaux. Donc ces neurones sensitifs, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils synthétisent des molécules qui sont analogues à l'IGF-1 et à l'insuline. Et donc ces molécules vont agir sur le récepteur d'AV2, il n'y en a qu'un chez ce ver, et c'est par l'intermédiaire de cette voie de signalisation donc, que cet animal va choisir entre utiliser le métabolisme énergétique ou bien se remettre et donc augmenter sa longévité ou bien continuer à vivre. Donc, ce qui a été vu chez le nématode, ce qui a été vu également chez la drosophile, chez les insectes, c'est que si on diminue l'activité de la voie insuline-IGF-1, on va ralentir son métabolisme et on va augmenter la longévité. Et ça a été vu parce que chez le nématode et chez la mouche,
on peut invalider assez facilement soit le récepteur, donc je vous ai dit, il n'y en a qu'un chez le nématode, il y en a également qu'un chez la mouche. Par contre, il y a 38 ligands, 38 molécules qui sont capables de se fixer sur ce récepteur. Chez la mouche, il n'y en a plus que 7. Et puis, donc vous avez des voies de signalisation qui sont très analogues, avec des kinases qu'on a retrouvées chez le nématode comme chez la mouche. Ensuite, vous avez des régulations de gènes qui se font au niveau des facteurs de transcription, avec DAV16 ici. Celui-là, on ne sait pas encore lequel c'est. Et puis donc, si DAV16 fonctionne, si on bloque DAV16, on va bloquer les lipides et les glycogènes. On va bloquer la formation du tissu adipeux et on va augmenter la longévité. Alors donc ça, on le savait chez le nématode, on le savait chez la mouche, et puis il y a en 2008 en fait, non en 2005 maintenant, excusez-moi, 2005, on l'a su aussi chez la souris. Alors la différence entre le nématode et la drosophile et la souris, c'est que la souris, elle a quand même ce petit organe qui lui sert pas mal, et qui nous sert aussi à nous, c'est-à-dire un cerveau. Et donc là, vous pouvez rajouter donc l'axe de l'hormone de croissance qui va agir sur l'IGF-1 et sur l'insuline. Et donc ici, il y avait donc 38 molécules, il n'y en avait plus que 7. Ici, il en reste 3, l'insuline, l'IGF-1 et l'IGF-2. Et là, il n'y avait qu'un seul récepteur. Ici, il y en a principalement pour ces deux hormones, il y a le récepteur de l'insuline et le récepteur de l'IGF-1 qui sont très proches l'un de l'autre. Et les voies de transduction sont très voisines, avec également des kinases, des protéines de résistance au stress, le stockage de l'énergie qui va contre la longévité. Donc qu'est-ce qui a été fait en 2003, oui même, comme le temps passe, par Martin Holzenberger à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. C'est-à-dire qu'il a eu l'idée d'utiliser des souris qui étaient à moitié invalidées pour le récepteur de l'IGF-1. Il a pris à moitié, pourquoi ? Parce que s'il prend les animaux qui sont totalement invalidés pour le récepteur de l'IGF-1, à qui on a retiré le gène du récepteur de l'IGF-1, ces animaux, ils meurent à la naissance. Donc l'idée intelligente qu'il a eue, c'est de prendre des animaux hétérozygotes. Donc on retire simplement, on arrive à croiser quand même des animaux qui sont hétérozygotes entre eux, et on obtient des hétérozygotes. Et donc ces hétérozygotes, ils ont 50% de la capacité à lier l'IGF-1, que ce soit chez l'embryon ou chez l'adulte, dans le cerveau, dans le poumon, dans le rein, etc. etc. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en ce qui concerne la croissance des animaux, le poids corporel des animaux, vous avez ici les contrôles, ici pour les femelles, ici pour les mâles. Et vous voyez que les animaux hétérozygotes pour le récepteur de l'IGF-1, ils sont un petit peu plus petits, effectivement, un petit peu moins gros, mais c'est vraiment pas énormément. C'est seulement significatif pour ces animaux-là, entre 3 et 7 semaines d'âge. Puis après, il n'y a plus de différence véritablement significative chez le mâle. Et il n'y a de toute façon pas de différence significative chez les femelles. Si on regarde maintenant la longévité de ces animaux, l'espérance de vie des souris, donc vous avez ici le 100% des cohortes, et puis au fur et à mesure de l'âge, les animaux meurent. Et vous avez ici les animaux contrôle, les femelles contrôle, et ici les animaux invalidés à moitié pour le récepteur de l'IGF-1. Donc vous voyez que vous augmentez la durée de vie moyenne et vous augmentez également la durée de vie maximale. Chez le mâle, c'est moins net, avec une petite augmentation seulement de la durée de vie. Donc diminuer de moitié l'activité du récepteur IGF-1 peut modifier la croissance, mais va augmenter la longévité des souris. Et donc, est-ce que c'est dans la tête que ça se passe ? Toujours la même question. Ben oui, parce que donc, dans une étude qu'on a faite avec Martin, avec Laurent Capeller, qui était un étudiant doctorant du laboratoire, donc Martin a préparé des souris qui étaient invalidées pour le récepteur de l'IGF-1, mais seulement dans le cerveau. Donc ça, on peut le voir avec des gènes rapporteurs. Donc vous avez ici une coloration
qui vous permet de voir que ce gène a été retiré seulement dans le système nerveux central. C'est la coloration bleue que vous voyez là. Donc on a une invalidation ciblée dans le cerveau du gène IGF-1 récepteur par mutagénèse dirigée. Le retard de croissance est modéré chez ces souris qu'on appelle Big Freco, de la même façon qu'il l'était chez les souris qui étaient invalidées pour l'ensemble du corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la sphère neuroendocrinienne? Eh bien, on voit que les souris invalidées, elles ont moins de GHRH, elles ont plus de somatostatine, et puis au niveau de l'hypophyse, vous avez donc cette hypophyse qui est pratiquement une machine à faire de l'hormone de croissance. 10% des protéines de l'hypophyse, c'est de l'hormone de croissance. Et vous voyez qu'il y a beaucoup moins de cellules somatotropes, des cellules qui sécrètent l'hormone de croissance, qui synthétisent et sécrètent l'hormone de croissance. Et c'est ce qu'on voit ici. Il y a beaucoup moins d'hormones de croissance également. Et on voit que la taille de l'hypophyse est considérablement diminuée chez ces animaux auxquels on a retiré le gène de l'IGF-1 dans le cerveau. Et on regarde l'augmentation de la durée de vie moyenne chez les souris. Et là, on voit également une augmentation de la durée de vie moyenne, mais plus d'augmentation de la durée de vie maximale. Et à quoi est due la différence avec les autres souris? C'est que ces souris, en fait, elles deviennent obèses en vieillissant. Ici, vous avez la leptine. La leptine, c'est une hormone qui est synthétisée par les cellules graisseuses, par les adipocytes. Et on voit que chez les souris, avec l'âge, vous avez des concentrations de plus en plus importantes de leptine. Et c'est probablement ça qui explique qu'on n'a pas de... les courbes se rejoignent chez les animaux plus âgés. Donc, la voie de signalisation insuline IGF-1 affecte la longévité chez la souris. Et donc, ça, c'est une étude, une revue qui est sortie il y a très récemment de Cynthia Kenyon, qui est la personne qui a beaucoup travaillé sur C. elegans pour mettre en évidence cette voie de régulation. Donc, chaque étoile chez la souris ou chez l'homme correspond à une étude qui indique un effet positif sur la longévité, sur une souche de souris ou une cohorte humaine. Et chaque rond correspond à une étude négative. Et vous voyez que ce soit au niveau de la glande hypophysaire, au niveau de l'hormone de croissance, au niveau des récepteurs de l'hormone de croissance, au niveau du foie et de l'IGF-1 ou des récepteurs de l'IGF-1, au niveau des voies de transduction de l'IGF-1. Et pour ce qui est de FOXO, beaucoup d'études maintenant chez l'homme semblent le montrer également. Eh bien, chaque fois qu'on va diminuer l'activité de cet axe somatotrope, on va augmenter la longévité. Donc finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, que avec l'âge, les concentrations d'hormones de croissance diminuent. Et donc on a un équilibre qui est très subtil et un traitement hormonal substitutif. Va falloir faire très attention avant de le proposer à des personnes. Donc je vous montre simplement cette étude chez l'homme qui a montré que chez des centenaires, elle est jolie cette étude parce qu'ils ont utilisé des centenaires pour essayer, et les enfants de ces centenaires, pour essayer de montrer s'il y avait effectivement un contrôle génétique sur la longévité. Et ce qu'ils ont vu, c'est que chez les femmes centenaires, il y avait, issus de femmes centenaires ou d'hommes centenaires, il y avait une augmentation des concentrations d'IGF-1, mais qui était associée avec une plus petite taille de ces femmes, et puis qu'il y avait une surreprésentation de mutations délétères du gène du récepteur de l'IGF-1, qui était associée également avec ces hautes concentrations d'IGF-1, une activité réduite de ce récepteur de l'IGF-1. Donc, si on veut augmenter la longévité, il faut diminuer le stockage des graisses, il faut diminuer le métabolisme énergétique. Enfin, il faut augmenter plutôt l'utilisation des graisses. Est-ce que c'est vrai chez le primate? Donc ça, c'est une étude qui est sortie l'année dernière. Vous avez deux femelles rhésus âgées. Elles ont exactement le même âge.
Donc ici, c'est un animal qui mange exactement ce qu'il veut. Il a le régime ad libitum, on appelle ça le régime ad libitum. Il mange exactement ce qu'il veut. Là, c'est une femelle qui a été mise en restriction calorique importante, de plus de 30%, dès son plus jeune âge. Voilà ce qui est sorti dans cette étude, l'effet de la restriction calorique sur les maladies liées à l'âge. Vous avez en bleu, ce sont les contrôles. En rouge, ce sont ceux qui ont été traités avec une restriction calorique, donc pratiquement dès leur naissance. Vous voyez ici les cancers, un peu plus importants en ce qui concerne les animaux contrôles que chez les animaux en restriction calorique. Vous avez les maladies cardiovasculaires, également un peu plus importantes chez les contrôles que chez les restreints caloriques. Puis ici, vous avez ce qui est le plus spectaculaire, c'est-à-dire les problèmes de glucorégulation, les problèmes de diabète, de syndrome métabolique en quelque sorte, très importants dès l'âge de 5, 7 ans. On les voit apparaître chez ceux qui mangent ad libitum, et aucun des animaux en restriction calorique ne développe de telles maladies liées à l'âge. Ici, vous avez le pourcentage de survie chez les animaux en l'absence de maladies liées à l'âge, et vous voyez donc encore une fois la courbe bleue qui descend rapidement, la courbe rouge qui est très nettement décalée. Pour ce qui est des courbes de mortalité, donc ils ont fait 2 cohortes, une cohorte qui a commencé en 1989, et vous voyez les publications sortent maintenant. Si on travaillait chez le singe, il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup d'argent parce que ça coûte énormément. Donc il n'y a que le NIH qui peut pour l'instant faire ce type d'études. Donc là, une autre cohorte qui a commencé un peu plus tard, et on voit dans les 2 cas que la mortalité liée à l'âge est diminuée chez les animaux qui sont en restriction calorique, même si la mortalité totale, en fait, n'est pas véritablement... Enfin, on commence à voir les modifications seulement à un âge assez avancé. Je passe sur celle-là. Bon, si, je vais quand même vous le dire, ils sont en train également de regarder s'il y a un effet de la restriction calorique sur la perte de substances grises, c'est-à-dire des neurones dans le cerveau chez les animaux, mais ce sont des études qui sont simplement débutantes. Bon, alors qui c'est qui veut se mettre en restriction calorique de 40% à partir de jeune adulte pendant toute sa vie? Si je vous pose la question, vous allez dire non. Bon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver des molécules qui vont faire la même chose. Et donc, voilà une autre étude qui est parue également l'été dernier, où ils ont utilisé la rapamycine, qui est une espèce de molécule qui est développée à partir de micro-organismes qui ont été collectés sur l'île de Pâques. Donc, comme ça, l'île de Pâques s'appelle Rapa Nui, on appelle ça la rapamycine, à partir d'espèces de petits champignons microscopiques. Donc, ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont commencé à donner de la rapamycine assez tard dans la vie de souris. C'est plus facile de travailler chez la souris que chez le singe, puisque la souris va vivre en moyenne entre 2 et 3 ans, alors que le singe rhésus, c'est au-delà de 30 ans. Donc voilà la courbe de survie des souris mâles et femelles. Si on compare les souris contrôles et celles qui reçoivent la rapamycine dans leur nourriture, depuis l'âge de 600 jours, qui est la moyenne des 3... Et ça, c'est la moyenne. Ça a été fait dans 3 animaleries différentes, dans 3 villes différentes, de façon à diminuer au maximum les conditions environnementales. Et on voit que chez les mâles, vous voyez que donc si on donne de la rapamycine, c'est les courbes en rouge par rapport au contrôle. Vous voyez que la courbe est décalée, légèrement décalée sur la droite. Donc les animaux vivent effectivement ont une durée de vie moyenne qui est plus importante, même si la durée de vie maximale n'est pas modifiée. Chez les femelles, ça commence un peu plus tard, et on a un peu l'impression que la durée de vie maximale est un petit peu augmentée. Ce qui est un peu bizarre aussi, c'est que vous voyez que la courbe, elle commence un petit peu avant qu'on donne la rapamycine, mais enfin bon, ça, si vous regardez en fait de plus près, et que vous regardez dans les 3 sites où ça a été fait, vous voyez que les expériences, c'est pour ça que c'est très important
de reproduire des expériences quand on travaille en laboratoire, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'observe pas exactement les mêmes résultats. Ici, si on avait utilisé seulement cette cohorte, on aurait dit qu'il y avait un effet seulement chez les femelles et pas chez les mâles. Ici, si on avait utilisé cette cohorte, on aurait dit qu'il y avait un effet chez les mâles et pas chez les femelles. Et ici, on a un petit effet à la fois chez les mâles et les femelles. Et donc, c'est important d'avoir regroupé ces trois types de courbes faites à partir de trois laboratoires différents. Donc, on a chez le ver nématode, chez la drosophile, la mouche, chez la souris, conservation des systèmes biologiques impliqués dans l'augmentation de longévité liée à la restriction calorique. Et donc ça, c'est quand même un des résultats majeurs de la recherche sur la longévité et le vieillissement des 15 dernières années. Alors, nous, on essaie, avec nos faibles moyens de français, de reproduire un peu, ou plutôt d'aller un petit peu plus loin, puisque là, on a utilisé la rapamycine. Donc la rapamycine, c'est une molécule qui va agir sur la voie mTOR. TOR, c'est Target of Rapamycine. Et Target of Rapamycine, donc ça va marcher sur l'autophagie, ça va marcher sur la longévité. Mais il y a d'autres molécules. Vous avez peut-être entendu parler du resveratrol, qui lui va agir peut-être sur la voie mTOR, mais aussi peut-être sur la voie des sirtuines, et qui va aussi agir sur la longévité. Donc à Brunoy, il y a une cohorte, une colonie de microcèbes qui sont des petits primates de Madagascar. Donc l'avantage de cet animal par rapport au singe rhésus, c'est qu'il est gros comme un petit rat et une très grosse souris. Donc ça prend quand même beaucoup moins de place qu'un singe rhésus. Et puis il vit de l'ordre d'environ 12 ans en captivité. Donc ce que nous avons commencé avec l'équipe de Fabienne Aujar et Martine Perret à Brunoy, donc, c'est d'évaluer si on observait aussi des baisses régulières des niveaux plasmatiques d'IGF-1 avec l'âge. Et on l'a observé effectivement chez ces animaux, mais on l'a observé surtout en jour court. Vous avez ici, c'est un animal qui est saisonnier, c'est-à-dire qu'en jour court, en hiver, il va stocker de la graisse, vous voyez, en partie dans sa queue ici, et puis il va être en repos sexuel. Donc voilà un mâle qui a des tout petits testicules en hiver, et en été, c'est la période de reproduction. Les testicules se mettent à croître de façon spectaculaire, et c'est un animal qui va perdre toute cette graisse et qui va être très agile pour aller trouver les femelles. Et donc vous avez ici ces courbes de poids avec ces modifications saisonnières très importantes. Donc on voit que l'animal est jeune adulte aux alentours de 3-4 ans, et puis ensuite donc vous avez cette perte de poids qui est liée effectivement avec les modifications des concentrations d'IGF-1 telles qu'on peut les observer ici. Donc on a eu la possibilité de mesurer les taux d'IGF-1 sur une centaine de ces animaux, et donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous voyez la baisse régulière des concentrations d'IGF-1 lors des jours courts. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Martine Perret a repris les animaux que nous avions pu mesurer ici, et puis qu'elle a ensuite les a suivis jusqu'à leur mort, on s'est aperçu que les taux d'IGF-1 à 4 ans étaient exactement corrélés avec étaient bien corrélés avec la durée de survie des microcèbes. Donc là encore, on a l'impression que cette voie de signalisation IGF-1 est importante pour la longévité chez un primate. Et ce que Fabienne Aujar a fait, c'est qu'elle a comparé les pentes de modification liées à l'âge pour plusieurs candidats biomarqueurs de longévité, et on s'aperçoit que la pente la plus pentue, c'est effectivement cette pente d'IGF-1 qui est de l'ordre de 17% par an pour la diminution avec l'âge, si on la compare avec le taux de métabolique au repos, la masse corporelle ou bien le fameux sulfate de DHEA. Donc là maintenant, nous sommes engagés dans une étude où on compare l'effet de la restriction calorique et l'effet du resveratrol chez ces animaux. Donc, on a commencé il y a 2 ans. Donc voilà les premiers résultats en ce qui concerne
la masse corporelle des animaux. Vous voyez qu'effectivement, la restriction calorique va diminuer cette masse corporelle. Le resveratrol, il y a un petit effet au départ, mais ensuite, les animaux récupèrent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on suit également le vieillissement cognitif de ces animaux. En ce qui concerne le score émotionnel global, après 1 an de traitement, il n'y a pas véritablement de différence dans les 3 groupes d'animaux. Par contre, pour ce qui est des performances cognitives et motrices à 1 et 2 ans de traitement, les animaux en restriction calorique et sous resveratrol s'améliorent dans le labyrinthe, contrairement aux ad libitum, font moins d'erreurs, c'est ce qu'on voit ici. Par contre, les animaux en restriction calorique et ad libitum diminuent leur performance motrice lorsqu'on observe la capacité des animaux à sauter. Et ce n'est pas le cas chez les animaux resveratrol, donc c'est assez encourageant pour l'avenir. Donc, si je conclue sur cette partie, l'IGF-1 bas, c'est un espoir d'une plus grande longévité, mais des meilleures performances cognitives seront peut-être associées à des taux d'IGF-1 élevés. Et donc, on a la difficulté d'arriver à maintenir ce fameux équilibre, qui est vraiment le mot-clé pour ce qui est les hormones. C'est d'arriver à trouver toujours le bon niveau, parce que si on agit ici, on va avoir une protection du système nerveux, on va avoir une cardioprotection, on va avoir une sensibilisation à l'insuline, une protection de l'ostéoporose, peut-être une maintenance des télomères. Par contre, si on y va trop fort, peut-être que ces télomères vont marcher encore mieux et qu'on va aller vers le cancer. Et donc, il faut être très très prudent. Si j'ai encore du temps, un petit moment, alors je vais continuer vous parler de l'axe corticotrope et les variétés individuelles face aux effets du vieillissement. Pas trop longtemps. On va aller vite. Parce que là, on va parler du vieillissement cognitif. Donc le vieillissement cognitif, d'abord, il y a une variabilité interindividuelle qui est énorme. Et puis, il y a la façon dont on l'étudie. C'est-à-dire, si on fait des études transversales, si on compare des personnes jeunes avec des personnes âgées, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle un effet de cohorte, puis on va avoir le problème de la représentativité de l'échantillon. Je vous montre ce que c'est que la représentativité de l'échantillon. Le déclin des capacités cognitives varie selon les individus. Vous avez une personne qui va avoir des très bonnes capacités cognitives lorsqu'elle est à 40 ans. Ça va être maintenu jusqu'à l'âge de 60 ans. Et puis, brutalement, pouf, mettons que cette personne développe une maladie d'Alzheimer, ça va être terrible très rapidement. Par contre, vous avez des personnes qui vont avoir des capacités cognitives qui sont relativement faibles lorsqu'on les mesure jeunes, mais elles vont les maintenir tout le long de leur vie. Donc, c'est important d'avoir une idée longitudinale de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que l'effet de cohorte? L'effet de cohorte, c'est ce qu'on a vu un peu avec les souris qui étaient traitées avec la rapamycine. Si vous utilisez une cohorte, voilà ce qui a été fait chez des rats, et ils ont suivi la mortalité, le 50% de mortalité chez ces rats. Donc en moyenne, vous voyez que avec l'erreur, c'est autour de 28-29 mois. Et l'erreur, si on prend les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc., cohortes, on est très très proche de 28-29 mois. Par contre, si vous travaillez sur cette cohorte pour une raison ou pour une autre, ces animaux sont morts à 24 mois et demi. Ces animaux ici sont morts à 31 mois. Donc, si vous comparez ces deux populations, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Et voilà ce que c'est que la représentativité de l'échantillon. Si vous prenez des personnes à cet âge-là, eh ben vous avez 2 populations. Vous avez une population qui va vieillir très rapidement et qui sera morte au bout de quelques années. Puis vous avez cette autre population qui va vieillir beaucoup plus lentement et donc qui sera encore en très bonne condition beaucoup plus tard. Maintenant, si vous prenez cette population-là, vous avez les deux. Donc vous avez une population qui est hétérogène. Donc les études longitudinales prennent en compte la variabilité interindividuelle, elles atténuent l'effet de cohorte, chaque individu est son propre témoin, mais il faut avoir des épreuves sensibles,
Et puis il y a l'évolution des critères de diagnostic, ce qui est un problème qui est très important, en particulier pour les maladies neurodégénératives, et l'influence de la répétition des épreuves. Je vais peut-être passer rapidement là-dessus en disant que tout ça peut être modélisé chez l'animal. Voilà simplement ce que je disais sur la variabilité des performances. Vous avez des personnes jeunes et des personnes jeunes et des personnes âgées. Vous voyez qu'il y a une grande variabilité des performances et que vous avez des personnes âgées qui sont exactement dans les taux de réussite des personnes jeunes pour un test de mémoire épisodique. C'est pareil chez l'animal. Bon, je passe là-dessus. Ça nous amène quand même à l'idée du stress et du syndrome général d'adaptation, parce qu'on sait que les hormones corticotropes, je vous ai dit tout à l'heure que le cortisol ne bougeait pas chez l'homme, c'est vrai, mais si on compare des animaux qui ont une réaction émotionnelle très forte lorsqu'ils sont jeunes et qu'on regarde leur réponse au stress, on voit que ces animaux qui répondent très fort, qui sont très émotionnels, eh bien, ils ont une réponse qui est retardée de l'axe du stress, c'est-à-dire que là, vous avez les animaux qui répondent rapidement et puis qui reviennent vite au niveau de base, et là, vous avez les animaux qui vont répondre beaucoup plus lentement et qui reviendront beaucoup plus tard au niveau de base. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, il y a un retard de retour au niveau de base après un stress. Petite conclusion, on y va. Donc, il y a eu des études sur le niveau de cortisol et le vieillissement qui prédisaient l'atrophie de l'hippocampe et les déficits mnésiques, mais c'est très variable ces études parce que la taille de l'hippocampe est très variable selon les individus. Donc ici, le cycle selon la vie du stress qui va avoir des effets, les corticostéroïdes vont avoir des effets programmatifs au cours de la vie de l'animal, aussi bien pendant la période prénatale que la période postnatale, avec des effets qui vont se poursuivre au cours de l'adolescence, qui peuvent avoir lieu au cours chez la personne adulte et chez la personne âgée. Et c'est avec des effets très, très précoces qu'on peut observer au cours de la gestation ou dans la période périnatale, qu'on va observer ensuite des modifications qui auront lieu chez l'animal âgé. Je passe là-dessus, simplement pour dire que il y a des récepteurs aux glucocorticoïdes qui sont présents dans l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une des structures cérébrales qui est impliquée de façon très importante dans la mémoire spatiale et également dans la mémoire épisodique. Et le degré de désactivation de l'hippocampe est corrélé avec la réponse de cortisol au stress. Donc ceci souligne l'importance de l'hippocampe dans la régulation de la réponse hormonale au stress. Une faible estime de soi est significativement prédictive d'une réponse exagérée au stress. Donc l'importance des capacités d'adaptation individuelles face aux éléments stressants. Et je conclus sur cette diapositive. Deux études que j'aime beaucoup qui comparent les personnes optimistes contre les personnes pessimistes. La première a été faite aux États-Unis. Donc ils ont suivi le taux de survie chez des patients sur une période de 30 ans. Donc des patients qui avaient été évalués entre 1962 et 1965 et suivis jusqu'en 1994. Et les pessimistes avaient une mortalité qui était significativement plus élevée que les optimistes. Puis la deuxième, c'est une étude anglaise. 660 personnes de plus de 50 ans qui ont été interrogées en 1975 sur leur attitude positive ou négative par rapport à la vie. Et suivies 23 ans plus tard. Les positifs vivent en moyenne 7,6 ans de plus que les négatifs. Et simplement à titre de comparaison, un faible cholestérol et une tension basse, c'est plus 4 ans. Minceur ou non-fumeur ou en exercice, faire de l'exercice, c'est de 1 à 3 ans. Donc je vous laisse méditer sur cette diapositive. Merci, et je vous remercie pour votre attention. Merci. Mon rôle est redoutable, c'est de surveiller le temps
Moi aussi, et voilà. Je vous ai peut-être un peu pressé, vous m'en excuserez. Je suis absolument certain d'être le seul à ne pas avoir tout compris. Donc, en ce qui concerne effectivement les équations, enfin pas les équations, la circonstance, les schémas, les courbes, etc., je ne reviendrai pas trop dessus. J'aimerais vous donner la parole pour que vous posiez des questions. Alors, je sais qu'il y en a certainement parmi vous qui ont aussi la capacité de suivre ces courbes et ces paraboles et de les entendre haut et clair, mais peut-être aussi des personnes comme moi, peut-être, qui n'ont pas suivi au mot à mot ce que nous a dit le professeur et qui voudraient poser des questions assez simple finalement sur le vieillissement. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Oui, monsieur, bonsoir. Voilà, un micro pour le monsieur là-haut. Merci. S'il vous plaît, merci. Bon, je voudrais vous remercier pour votre exposé scientifique qui est très compétent. Ah, je voudrais faire une remarque et puis une question, malgré tout. La remarque, c'est qu'en fait, votre question, c'est est-ce que le vieillissement est dans la tête? Plus fort. Plus fort. Oui, très bien. Votre remarque, c'est est-ce que le vieillissement est dans la tête? Et vous répondez oui. Il me semble que vous avez prouvé le contraire. Vous avez en fait montré que nous sommes animés par des neurotransmetteurs, des réactions chimiques, des hormones, dont certaines manifestations se passent effectivement au niveau du cerveau, mais que tout cela se passe dans un réductionnisme biologique tout à fait classique chez les biologistes. Et donc ça ne se passe pas dans la tête. Ça se passe malgré nous un peu partout. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, la question maintenant, c'est qu'au fond, je pense que les gens, en venant ici, avaient l'idée de se dire, est-ce que, en ayant une attitude positive par rapport à la vie, je vais augmenter ou non ma durée de vie? Et vous avez effectivement mentionné cet aspect sur vos dernières diapositives. Mais il me semble que c'est ça que les gens avaient vraiment en tête. Est-ce que si j'ai une action positive, est-ce que si j'ai lu Cicéron et les stoïciens, etc., et Saint-Augustin, je vais mieux m'en sortir ou pas? Je crois que c'est d'autres aspects sur lesquels vous pourriez peut-être développer. Naturellement, c'est très difficile, parce que si on prend un point de vue réductionniste, notre état mental est la conséquence des réactions physico-chimiques, et on ne peut pas le prendre à sens inverse. Mais c'est ça la difficulté de la question aussi. Merci. Je pense que c'était un peu provocateur de toute façon. Le titre, c'est dans la tête. En fait, ce qui est dans la tête, c'est le cerveau, enfin théoriquement, chez la plupart des gens, mais je vous laisse répondre. Je crois que vous avez raison et vous n'avez pas raison. C'est-à-dire que vous avez raison en disant que tout n'est pas dans la tête, mais ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que c'est quand même au niveau pour cet axe qui est si important pour la longévité, il est effectivement commandé dans la tête. Alors, il est commandé dans la tête, mais il écoute ce que lui dit le reste du corps. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une communication qui se fait. On sait depuis 1994 que les adipocytes sont des cellules endocrines. Ce sont des cellules qui sécrètent des hormones. Ces substances... Les adipocytes, c'est là, c'est ce que j'ai là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les cellules graisseuses, la graisse. La graisse sécrète des hormones. Elle sécrète des hormones qui vont avoir des récepteurs qui sont dans le cerveau, dans cet hypothalamus, et qui vont sentir, qui vont dire à la personne si elle a faim ou si elle n'a pas faim, si elle doit manger ou si elle ne doit pas manger. Le problème, c'est que chez la personne qui sécrète beaucoup de ces hormones, il y a une désensibilisation de ces récepteurs qui se fait, et elle oublie qu'elle ne doit pas manger. Et elle continue à manger. Et donc, c'est quand même dans la tête que se fait cette régulation. Alors après, c'est le grand problème de l'esprit et de la matière, que Descartes, les animaux-machines, enfin d'un côté l'âme, de l'autre côté les cochonneries, le cerveau. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il y a une constance du vivant qui va de C. elegans, Caenorhabditis elegans, ce petit ver microscopique, jusqu'au chimpanzé, jusqu'à l'homme. Il n'y a pas de cerveau chez C. elegans. N'empêche qu'il y a déjà les molécules qui vont servir à ça. Et c'est l'évolution qui fait que il y a tout un tas de propriétés émergentes qu'on
qu'on a obtenues maintenant dans l'espèce humaine, comme par exemple la capacité d'empathie, la capacité d'être positif ou négatif par rapport à la vie. C'est vrai que c'est plus facile d'être positif par rapport à la vie si on a de quoi manger, si on a un toit pour dormir, si tout va bien dans le reste de la famille, etc. Et c'est vrai que l'environnement socio-économique va jouer forcément également sur le fonctionnement corporel. Donc si c'était ça que vous vouliez me faire dire, j'ai pas de souci pour ça. Il y avait une autre question, non? Je crois que ça va maintenant, vous avez l'essentiel. Monsieur là-haut, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Lorsque vous avez parlé de l'hormone de croissance, et donc vous avez lié son déficit à une diminution de la fonction immunitaire. Or, lors de la dernière épidémie de grippe, donc la fameuse H1N1, pour la campagne de vaccination, les personnes âgées n'ont pas été considérées comme des personnes prioritaires pour la campagne de vaccination. Est-ce qu'il n'y a pas là matière à paradoxe? On considérait qu'ils avaient déjà été en contact. Parce qu'ils avaient déjà eu, voilà, c'est ça. Ils avaient été en contact avec un virus très très proche ou dans les années 1957, 58, voilà, par là. Donc, au contraire, ils étaient immunisés. Enfin, plus immunisés, on va dire. Enfin, ça n'empêche pas que c'était peut-être pas la peine de faire tant de doses. Hein, c'est un autre. On rentre dans des problèmes qui sont plus scientifiques. Ceci ne me regarde pas. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur, bonsoir. Un micro pour monsieur. Enfin, si, d'ailleurs, ça me regarde, mais c'est pas l'objet des... Bonsoir. C'était très intéressant, mais vous n'avez pas trop parlé près du micro. Il y a certaines personnes qui n'ont pas bien entendu. Excusez-moi. Ah, bon, en tout cas, on va essayer d'en tenir compte ou alors de monter le son. J'espère qu'en bas, ça s'est bien passé. Il y a une chose, personnellement, qui m'a un petit peu étonné. Pour répondre au monsieur, c'est parce que j'ai parlé dans ma barbe. Oui, vous parlez dans votre barbe, pas dans votre moustache. On ne peut pas tout faire. Il y a une chose qui m'a un peu étonné, c'est qu'à un moment donné, vous avez dit, si je me suis pas trompé dans ma compréhension, vous avez dit que, finalement, on était en forme jusqu'au moment où on était censé se reproduire et que après les choses commençaient à se dégrader parce que, on avait assuré finalement la survie de l'espèce. Alors, il y a autre chose qui moi me fait un peu drôle, c'est que normalement les femmes perdent plus tôt que les hommes la capacité de reproduction, en particulier avec la ménopause. Les hommes peuvent avoir des possibilités de se reproduire beaucoup plus tard. On pense à Charlie Chaplin qui était peut-être un champion, j'en sais rien. Mais enfin bon, ce qui me fait penser que comment se fait-il dans ce cas-là que l'âge moyen, si j'ai bien compris, de décès des femmes, l'âge maximum, si vous voulez, est supérieur. C'est assez contradictoire, puisqu'elles perdent la possibilité de se reproduire plus tôt. Je pense que là, il y a pas mal de personnes qui ont la réponse dans la salle. C'est simplement parce que pour des raisons d'habitude de vie qui sont différentes, qui font que jusqu'à il y a quelques années, les femmes fumaient beaucoup moins que les hommes, ce qui est plus du tout le cas actuellement. Les problèmes d'alcoolisme également sont plus importants chez les hommes que chez les femmes. Et donc, c'est vrai que la façon dont vous vivez, c'est aussi ça que j'essayais de faire passer, la façon dont vous vivez va rejaillir de façon très importante sur votre état. D'accord. Et donc, vous me répondez, si j'ai bien compris, que jusqu'à présent, bien que ce soit en train de s'égaliser, les hommes vivaient de façon beaucoup moins hygiénique que les femmes, c'est ça? C'est ce que je dis, oui. Oh, ben, il l'a dit, hein. Bon, oui. Je crois que je vais contester. Allez-y. En fait, dans l'espèce humaine, la sélection naturelle a sélectionné la deuxième génération. Parce que la deuxième génération apporte au niveau éducatif un plus qui permet alors même s'il n'y a plus de reproduction, il y a un plus au niveau du groupe. Et on pense souvent que la sélection naturelle joue que sur l'individu jusqu'à la reproduction. En fait, elle joue bien sur l'individu, il n'y a aucun doute, mais elle a une efficacité plus globale, comme Patrick Thor nous l'a montré d'ailleurs dans un forum ici l'année dernière.
Ça dépend des populations, monsieur. Oui. Ça dépend tout à fait des populations. Entre l'homme et la femme, il y a une différence extrêmement importante dans la deuxième génération. C'est que malgré tout, la femme s'occupe plus des petits-enfants que l'homme. La question, est-ce que c'est comme ça depuis 10 000 ans, 20 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans? Si tel est le cas, alors on a l'explication par la sélection naturelle de la plus grande longévité de la femme. Ne faites pas monter votre taux de cortisol, là. Allez-y. Je vous engage à lire les livres de Frans van der Waals, qui est un primatologue qui travaille maintenant aux États-Unis, qui est d'origine néerlandaise, qui a beaucoup travaillé sur ce genre de choses, l'effet grand-mère et l'empathie. Il en a sorti un il n'y a pas très longtemps, qui est remarquable. C'est pas seulement dans l'espèce humaine. Bon. L'effet grand-mère, vous appelez ça? Oui, l'effet grand-mère. Oui, d'accord. Donc là, il y a le mamie-boom, l'effet grand-mère, etc. Maintenant, ça va dépendre aussi de la société dans laquelle vous vivez. On vit dans une société, nous, où il faut rester jeune et compétitif et toujours en forme. Riche, bien portant. Voilà. Il y a de moins en moins de gens qui laissent leur place dans le métro ou dans le bus aux personnes âgées. Donc, et puis il y a il y avait un très beau film japonais dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'était la balade de Narayama ou quelque chose comme ça, où la personne âgée, elle va dans la forêt pour ne pas être à charge pour sa famille. Donc, c'est encore une fois, c'est s'il vous plaît. différent. S'il vous plaît. Oui, je vous en prie. S'il vous plaît. Oui, monsieur, dans votre exposé, que j'ai beaucoup apprécié, vous nous avez montré que la durée de vie varie suivant les espèces. Or, je vais prendre notre espèce, l'homme. Est-ce que lorsque l'embryon naît, avec son patrimoine génétique qui lui est fourni, sa durée de vie est programmée et, disons, il n'y peut rien parce que un tel va mourir à 70 ans, l'autre à 80, l'autre à 105, du fait de son patrimoine génétique différent. Est-ce que c'est une des raisons? C'est ce que j'appelais la durée du match au départ. Est-ce qu'elle est fixée? La durée du match, elle est fixée, mais il y a quand même une variabilité. C'est pas comme Inter-Barcelone ou moi c'est plutôt le rugby, mais enfin bon. Oui, moi aussi. C'est pas grave. Non, il y a une variabilité. C'est-à-dire, c'est vraiment une interaction entre la programmation qui va dire. Bon, je vous ai montré les courbes. C'est entre. Pour l'instant, je vous dis, la limite est 122 ans et 147 jours. Il y a 100 ans, on vous aurait dit c'est 100 ans. Donc on a gagné une vingtaine d'années. Je vous ai montré les courbes au début. On ne sait pas pour l'instant vraiment pour quelles raisons il y a cette augmentation qui a l'air continue de l'espérance de vie chez les personnes âgées. Donc certaines personnes disent qu'on va pouvoir augmenter la durée de vie jusqu'à 400 ans, etc. Ça reste une question qui est ouverte. Moi, personnellement, je ne crois pas. Mais là, c'est une question de croyance. Oui, alors, excusez-moi, je termine, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais jusqu'à ces dernières années, on pensait que l'embryon naissait avec son capital de neurones et que c'était fini, donc il avait son capital pour aller jusqu'à la fin de ses jours. Or, des études récentes semblent montrer que certaines cellules souches neuronales permettent de générer et de régénérer, je dirais, des neurones. Et ça peut être important, par exemple, pour la maladie de Parkinson. Qu'en pensez-vous? La plasticité du cerveau, c'est ça? Oui, la plasticité du cerveau. Il y a même des études encore plus récentes qui montrent que si on fait des accidents, on fait de petits accidents vasculaires cérébraux à des rongeurs, on peut voir se mettre en place de nouveaux interneurones, de nouveaux petits neurones dans le cortex de ces animaux, à l'endroit où a eu lieu l'AVC. Donc c'est vrai que ça c'est un dogme qui est complètement tombé, le fait que une fois que la croissance était terminée, le nombre de neurones était fixé et diminuait de 50 000 par jour. En fait, oui, il y a une diminution de la masse de substances grises avec l'âge, mais oui, il y a également certaines régions du cerveau, pas toutes, très petites et très circonstanciées, où on peut observer une neurogénèse, sachant qu'elle est quand même plus importante lorsqu'on la regarde chez le souris que chez le singe, que chez l'homme. Bon,
faut pas trop compter dessus, quoi, si je comprends bien. Oui, madame. Oui, monsieur, pardon. Là, alors, je vais suivre jusqu'à la fin le voyage du micro et nous verrons si c'est madame ou monsieur. Il y avait une question, je crois, à côté là-bas. Non, d'une personne. Non. Bien. D'autres questions alors en ce qui concerne ce vieillissement dans la tête ou pas dans la tête? Oui, madame. Bonsoir. Oui, merci. Lors d'une précédente conférence, je crois que c'était à propos de la maladie d'Alzheimer, Oui. Il avait été mis en évidence que l'activité intellectuelle et sociale, notamment chez une vieille religieuse très engagée, etc., avait retardé donc l'explosion de la maladie elle-même. Donc, dans le même esprit, je voulais savoir si l'activité intellectuelle et vous avez parlé aussi de l'émergence de l'empathie, enfin les sentiments d'ordre sociaux ont à voir, et si des études ont été faites qui le prouvent, sur le vieillissement. C'est une question. Qu'est-ce que je peux dire? Embarrassante. Oui, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ce que je peux dire, c'est que, bon, en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, c'est assez clair que les personnes qui ont un niveau intellectuel élevé ont une protection par rapport aux personnes qui ont un niveau d'études plus faible. Alors, ça peut aussi être dû simplement au fait que quand vous avez 30 000 mots pour vous exprimer, vous avez plus de chances de trouver des périphrases que quand vous en avez 3 000. Donc ça, c'est déjà une première explication. Maintenant, le cerveau, c'est, je dirais presque pour interpeller le monsieur avec la moustache au milieu, c'est un muscle comme les autres. Donc si on l'entretient pas, c'est sûr que il y a des chances qu'il marche moins bien. Si on l'entretient pas, c'est aussi parce qu'on va être dans un environnement solitaire, qu'on va pas être stimulé par son cercle d'amis ou sa famille. Donc là, on revient à la deuxième partie de votre question. Encore une fois, comme disait monsieur, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Mais je voudrais, tout le monde rebondit aujourd'hui, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas non plus, je rebondir sur ce que vous disiez à propos de l'entretien du cerveau et de l'aspect musculaire du cerveau. Encore faut-il varier les exercices, parce que faire des grilles de sudoku ou des parties d'échecs à tire-larigot, c'est pas ça qui va nous conserver des capacités, aider à une conservation des capacités globales de notre intellect, je pense. C'est mieux que rien. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, vu comme ça, remarquez, c'est vrai, si je passe ma journée à jouer aux échecs, ça pourra le faire. Oui, qui a des questions encore concernant ce vieillissement dans la tête avec cette question provocatrice? Oui, je vois pas qui. Par ici, on me fait signe? Oui, madame, allez-y. Non, en parlant fort, vous n'y arriverez pas. Essayez d'approcher, d'appuyer, voilà. Voilà, exercice. Oui, au début, on a vu que les femmes, quand il y avait l'enfant naissait un peu plus tard, il était mieux gêné, alors, on a vu aussi que les femmes françaises, elles avaient 2,1 enfants et qu'elles vieillissaient, qu'elles mouraient plus vieilles, mais on constate qu'elles ont le premier enfant plus tard. Alors, il peut peut-être y avoir l'effet grand-mère, mais est-ce que on sait maintenant si le fait qu'elles aient des enfants plus tard, elles sont ménopausées plus tard? Non, ça c'est une bonne question. Non, dans toutes les populations on a regardé, l'âge de la ménopause ne change pas. C'est votre réponse, vous n'ajouterez rien d'autre. C'était la question, non? Oui, tout à fait. Oui, mais non. Oui, allez-y. Oui. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir des enfants plus tard, on vieillit plus? Alors, par quoi ça commence? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des enfants tard pour espérer vivre plus longtemps? Non, mais c'est pas ça. Est-ce qu'on a des enfants plus tard parce qu'on vit plus longtemps? Ah,
D'accord. C'est ça, c'est par quoi ça commence en définitive? C'est l'œuf l'interaction. Voilà, c'est l'œuf ou la poule. Avant, on avait les enfants plus tôt, on mourait plus tôt. Qu'est-ce qui fait qu'on constate que ça a commencé comment? La poule ou l'œuf? C'est l'œuf, la poule ou l'œuf, là? Ça, c'est le genre de question embarrassante. Si je puis me permettre, hein, parce que bon. Oui, c'est l'œuf de toute façon, parce que pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait un œuf. Vous êtes un brin machiste, hein, quand même, de temps en temps. Hein. Enfin, oui. Non, je peux pas répondre à cette question. Je sais pas. Vous ne savez pas. Il y a des moments. Et il n'y a pas d'études. Peut-être que c'est les sociologues là qui s'occupent de ça. La seule étude, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est-à-dire celle sur les aristocrates anglais. Hein. Oui, mais enfin, c'est une population extraordinaire. C'est une cohorte extrêmement limitée. Oui, mais c'est une cohorte c'est une cohorte assez spéciale, transversale, mais sur 5 siècles. Oui. Oui, mais enfin, est-ce que le temps, là, amène de la qualité? J'en sais rien. Alors, difficile à reproduire, en tout cas. Voilà, difficile à reproduire. Ouais. D'autres questions sur les Anglais? Non, sur les... Voilà. Quelle est aujourd'hui l'opinion la plus répandue parmi les généticiens, parmi les biochimistes, parmi les neurochimistes, les neurobiologistes, etc., concernant les raisons majeures de ce qui amène à la mort, de ce qui amène à terminer sa vie lorsque ce ne sont pas des causes exogènes, lorsque c'est pas un accident, lorsque c'est pas une maladie, etc. Moi, mais il y a un truc qui m'a toujours fait beaucoup rire, c'est mourir en bonne santé, comme expression sous les terres. Il y avait une expression à une époque qui était mourir de mort naturelle. Vous voyez, tu veux dire, c'est quoi la mort naturelle? Et cette mort naturelle, aujourd'hui, on pense qu'elle est due à quoi? On le laisse, le gars, il est pas malade, il mange ad libitum, etc. Puis un jour il meurt quand même. Voilà. Alors, quelle est l'opinion actuelle des scientifiques? Non, on meurt toujours de quelque chose, bien sûr. De savoir-vivre souvent, oui, mais ça c'est... Mais bon, c'est Guy Bedos qui dit vieillir, c'est quand même la meilleure façon de ne pas mourir. Oui. Donc oui. voilà. Hein. Oui. Mais quelle est l'opinion des scientifiques aujourd'hui, pour être sérieux? Ils regardent plus vers l'encodage génétique, ils regardent plus vers l'environnement, ils regardent vers les liaisons qu'il peut y avoir entre ces deux types de paramètres. Je crois qu'il n'y a pas de consensus. Hein. Je peux vous donner mon opinion personnelle. Oui, ça nous a. Mon opinion puisque personnelle. c'est vous qu'on assoit. Voilà. Oui. Mais ça n'est qu'une opinion personnelle. Oui. Je pense que il y a toujours D'abord, il y a quand même quelque chose qu'on observe chez les personnes très très âgées. Si vous avez des centenaires autour de vous, probablement que vous avez vécu ça. C'est que ce sont des personnes qui sont relativement pas égoïstes, mais égocentriques, qui ont des personnalités très fortes, qui sont entourées par des familles très organisées, très structurées. J'ai un copain ophtalmo qui me disait un jour, il voit arriver une très vieille dame d'environ 90 ans ou plus qui vient le voir et qui lui dit et qui avait une dame à côté de lui. Il dit vous êtes venu avec votre fille? Et elle a dit non, je suis venu avec ma petite fille parce que ma fille n'est pas en assez bonne forme. Ah oui, d'accord. Donc ce sont des gens qui ont vraiment envie de vivre et envie de savoir ce qu'il y a après. Toujours qu'est-ce qu'il va y avoir le lendemain, pas après la mort. Oui, ils font pas trop de projets, mais on commence à voir des personnes de 80 ans qui se marient. Qui se remarient en quelque sorte. Oui, ne me regardez pas comme ça. Oui. Non, vous avez le temps. Vous avez le temps. C'est pas une proposition. Bon. Tout va bien. Donc, je brode parce que je voulais pas répondre à votre question. Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Est-ce qu'on va vivre plus longtemps en gardant notre cordon ombilical? Il est juste devant vous, ici, là, voilà. Est-ce que l'on va vivre plus longtemps en gardant notre cordon ombilical? Oui, monsieur. Vous voulez dire depuis quelques jours, on entend parler que maintenant il va falloir garder le cordon ombilical, que dans les pays nordiques, c'est une chose qui se fait déjà depuis de très très longtemps.
Alors, c'est un espoir, si vous voulez, qui existe, et peut-être, justement, qu'on vendra les cordons ombilicaux pour, disons, prolonger notre vie. Voilà, monsieur, ce que je voulais dire. Tout le monde voit bien ce dont il s'agit, c'est le fameux sang du cordon ombilical qui permet de faire des cultures de cellules souches et de remplacer un rein, un œil, enfin une oreille, etc. Ça revient à la question de monsieur tout à l'heure sur la neurogénèse chez l'adulte. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont actuellement... C'est formidable d'avoir découvert qu'il y a des cellules pluripotentes, des cellules qui sont capables de faire du muscle, de la dent, de l'os, du neurone, etc., tout au long de la vie. Et c'est vrai qu'il y en a dans le cordon ombilical. Maintenant, il y a eu beaucoup... Moi, je ne suis pas trop pour donner des espoirs qui sont ensuite non remplis. Il y a eu beaucoup de... il y a eu le Téléthon qui a lancé on va guérir les maladies, les myopathes. Oui, oui. Il y a eu les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes. Il y a eu les bébés bulles, etc. La thérapie génique. On va tout régler par la thérapie génique. Maintenant, la thérapie génique, il y a des maladies qu'on arrive à... Ça revient quand même un peu. Là. Il y en a qu'on arrive à soigner. Mais on va soigner les maladies qui sont dues à un gène. La plupart des maladies, elles ne sont pas dues à un gène. Bon, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Maintenant, la mode, c'est les cellules souches. C'est une découverte remarquable qui va probablement donner des retombées importantes en santé. Mais on ne va pas tout guérir avec les cellules souches, comme on ne guérira pas tout avec la thérapie génique. D'autres, oui, bien sûr, malheureusement, ça, on ne va pas arriver à tout guérir. Des questions encore? Tout à l'heure, vous m'avez fait vraiment un coup au moral, vous ne m'avez pas rendu positif, là, d'un seul coup, j'ai pris 2 ou 3 ans. Vous nous avez dit, on vieillit en mangeant, en respirant. Vous êtes arrêté là parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller plus loin, mais alors, pour pas vieillir, on se met une pince à linge, on mange des petits morceaux. Globalement, vos conseils, parce que après tout, ici, vous êtes au contact de spécialistes pour certains, mais aussi de personnes curieuses et qui viennent vous écouter. Très simplement, vos conseils, c'est d'avoir une... Oui, mais attendez, mais j'avais prévu de le montrer, de toute façon, c'est pas... voilà. Vos conseils pour, mon Dieu, contrer tous ces mécanismes délétères. Vous vous souvenez plus que ce que vous avez écrit ici? Si, je me souviens de ce que j'ai écrit, mais je voulais le citer exactement. Parce que mon conseil, c'est vraiment un choix personnel. Vous avez dans l'Odyssée, dans l'Iliade et l'Odyssée, vous avez l'histoire d'Achille qui a eu le choix, puisque Thétis, sa mère, avant la guerre de Troie, Thétis l'avait caché dans une île reculée de la Grèce. À l'époque, la Grèce était un pays très développé. Ça marchait très bien, il avait beaucoup de sous. Oui. Je vois ce qu'il veut dire là. Donc c'était l'île de Skyros. Donc elle avait caché chez des femmes, et Ulysse, qui était un malin et qui savait qu'il fallait qu'il y ait des guerriers très forts pour venir gagner la guerre de Troie, Ulysse était donc venu le chercher dans cette île de Skyros, et il lui avait montré des armes très très belles, et du coup Achille avait eu le choix entre une vie longue et sans histoire, ou courte et héroïque, puisque c'était le choix. Il savait que s'il allait à la guerre de Troie, il mourrait jeune, mais en héros. Et donc il a choisi cette seconde proposition, c'était le choix d'Achille. Il a voulu mourir jeune et glorieux plutôt que vieillir tristement. Mais plus tard, dans l'Odyssée, voilà ce que, vous savez, Ulysse descend aux enfers à un moment donné et il retrouve l'ombre d'Achille. Et donc, voilà ce que dit Achille, l'ombre d'Achille à Ulysse. Il lui dit « Ne cherche pas à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse. J'aimerais mieux être sur la terre domestique d'un paysan, fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, que de régner ici parmi ces ombres consumées. » Donc voilà, c'est un choix personnel. D'accord. Bien, vous nous avez donné votre choix, Moi j'arrive bientôt, dans quelques jours, à 60 ans, donc mon choix est pour une vie longue et glorieuse. Oui, voilà, voilà.
C'est pas un Normand, je sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est pas peut-être bien que oui qui est bien que non, c'est beurre et dessert et fromage et voilà. Encore des questions? J'ai encore une question, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ici. Oui, alors, en application donc du principe bien connu, si vous voulez, mieux vaut prévenir que guérir, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait intéressant, par exemple, bien sûr ça coûterait peut-être cher, mais enfin c'est à voir pour les générations futures, de dresser la carte génétique d'une personne alors qu'elle est encore en bonne santé, dès l'âge de 40-45 ans, de manière à identifier et connaître les gènes susceptibles d'introduire une maladie, par exemple, comme un cancer, je prends un côlon ou cancer de la prostate, par exemple. Qu'en pensez-vous? C'est déjà plus de la science-fiction, hein, ça se fait. Ça se fait. Pour les personnes qui sont à risque, ça se fait. Le diagnostic anténatal se fait pour des personnes à risque de maladies neurodégénératives comme la maladie de Huntington. Si votre père est mort de la maladie de Huntington, vous avez une chance sur deux, ou votre mère, vous avez une chance sur deux de développer la maladie. Donc, encore une fois, là, il y a vraiment un choix personnel de vouloir savoir ou pas. C'est vrai pour la maladie de Huntington, c'est vrai pour certains cancers du sein qui sont dépendants d'un seul gène. Il y a maintenant des personnes qui se font diagnostiquer et qui se font, ou pour un cancer d'estomac, il y a des personnes qui se font diagnostiquer. Si leur grand-mère est morte, si leur mère est morte, si leur tante est morte, elles savent que à l'âge de 35-40 ans, elles vont mourir, et ben elles se font retirer les seins. Et elles font une chirurgie plastique, et voilà. Et là, en plus, on ne parle même pas de toutes les implications sociales, les assurances, ce que vont demander des assurances à des gens dont la carte génétique serait de mauvais pronostic, etc., etc. Ça pose de graves problèmes généraux, hein, et faut peut-être faire attention avant de se faire encarter. Je pense qu'on l'est déjà pas mal comme ça. Qui a d'autres questions encore? Allez-y. Maintenant, ça va pour les maladies monogéniques, encore une fois. Hein. Pour les maladies plurigéniques, si on prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer, par exemple, on sait qu'il y a des formes familiales précoces qui sont d'ailleurs très bien étudiées dans la région rouennaise par l'équipe de Dominique Campion, qui suit ça de très près, où les personnes peuvent développer une maladie très tôt dans leur vie. Je crois que la personne la plus jeune qui était diagnostiquée, c'était 29 ans. Donc, mais c'est une forme de la maladie. Maintenant, il y a d'autres formes qui sont probablement une autre maladie chez les personnes âgées, qui représentent 99,5% des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, où il y a des facteurs de risque génétiques, mais il y a aussi même un facteur de risque ne veut pas dire que vous allez développer à 100% la maladie, vous voyez. Ça veut simplement dire que vous allez avoir, par rapport à une moyenne de la population, vous allez avoir plus de chances de la développer que d'autres. Donc c'est la loterie des gènes. Et les cartes du génome qu'on fait actuellement, il y a 30 000 gènes, il y a 3 milliards de paires de bases. Les cartes du génome qu'on fait dans ces études-là se font avec 600 000 marqueurs. Donc vous avez 600 000 marqueurs pour 3 milliards de bases. Vous voyez qu'on est loin. Un marqueur, c'est quoi? C'est une espèce de borne kilométrique à un endroit du génome. Donc on va dire que pas loin de cette borne kilométrique, il y a peut-être un facteur de risque. Alors c'est un gène ou c'est une... Parce que la difficulté, c'est que la carte physique du génome, on la connaît. On sait qu'il y a 3,2 milliards de bases, mais la carte génétique, on ne la connaît pas vraiment. Parce que la carte génétique, ça c'est une séquence qui va coder pour un gène, ou ça c'est une séquence qui va être intronique, qui ne va pas coder pour un gène, mais qui va être probablement régulatrice pour autre chose. Il y a des gènes qui dont on dit qu'ils servent à rien. Il y a des gènes qui se recoupent. Il y a des hotspots, c'est-à-dire des endroits où il y a beaucoup de recombinaisons, mais on ne sait pas pourquoi. Puis à côté, il y a des endroits où il ne va pas y avoir de recombinaisons. Donc, il y a encore du boulot pour les généticiens. Ouais, c'est pas fini. Oui.
D'accord. Non, mais je m'inquiétais pas. Je voudrais quand même revenir à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la différence de l'âge des hommes et des femmes. Vous mettiez ça sur le dos, enfin, c'est votre opinion, et elle est étayée, des conditions d'existence. Moi, je vous donne rendez-vous dans 50 ans, ici même, parce que d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez pronostiqué que ça allait s'équilibrer. D'accord. Ben alors, oui, ça va s'équilibrer, mais bon, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Hein. D'accord. Il y a des différences dans le cerveau des hommes et des femmes, il y a des différences ailleurs également, heureusement. Oui, il y en a ailleurs, oui. Enfin, si je me souviens bien, oui. Oui, une dernière question, je crois. Oui, monsieur, bonsoir. Ah ben, je vous ai déjà entendu. Oui, alors, une petite question. À vous, bien fort, à vous deux. Une différence entre deux termes, être âgé et être vieux. Je pense que lorsque une personne âgée décide d'être vieille, ça joue dans une partie du cerveau. Monsieur est linguiste. Voilà. C'est le positif de tout à l'heure, non? Oui, je pense que la différence, c'est que si on parle de soi, on va dire qu'on est une personne âgée, mais si c'est quelqu'un d'autre qui en parle, il dira que vous êtes vieux. Ah, vous faites comme ça, vous. D'accord. Bien. Mais justement, j'ai une question qui pourrait faire écho à la question de monsieur, si je peux me permettre. Oui. Voilà, alors j'ai peur d'être un peu hors sujet. Faites comme ça que je vous repère. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc, alors je voudrais savoir si des études ont été menées sur la prise de conscience du fonctionnement du cerveau. Par exemple, des effets sur la volonté d'agir sur une partie précise du cerveau, qui aurait pu être mise en avant sur IRM, par exemple. Oui. En quelque sorte, a-t-il été expérimenté un autocontrôle, excusez-moi, oui, c'est l'autre côté, qui permette de dire que la volonté et concentration, ou même hypnose, puisse agir sur, par exemple, l'hypophyse. Est-ce que l'hypophyse est sensible à... Voilà. Très rapidement, il nous reste 30 secondes. Est-ce que je peux faire un voyage dans mon cerveau et, comme j'agite mon bras, agiter une partie de mon cerveau? Faire fonctionner plus précisément une partie de mon cerveau. Alors, je peux répondre à cette dernière partie de la question. Oui, ça a été montré. Ce qui a été montré, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites chez le singe, qui ensuite ont débouché chez l'homme pour les paraplégiques. C'est-à-dire qu'on a entraîné des singes, on a mis des électrodes dans le cerveau des singes au niveau du système sensorimoteur, c'est-à-dire qui contrôle les mouvements, et on a appris aux singes à faire des mouvements. Et ensuite, ils faisaient ce mouvement pour avoir une récompense. Bon, ensuite, on leur a simplement, ils ne pouvaient plus faire bouger la manette, mais par contre, s'ils pensaient le mouvement, ils avaient quand même la récompense. Et donc, ils ont réussi, effectivement, à penser, en voyant la récompense, ils pensaient le geste, et ça entraînait le fonctionnement du système sensorimoteur, et ils obtenaient la récompense. Ça a été adapté ensuite à des paraplégiques qui peuvent dicter même sur des ordinateurs, et tout ce genre de choses. Bon, cela dit, après ça se contrôle peut-être pas comme ça non plus. Bien, eh bien, nous nous retrouverons le jeudi 27 mai pour un voyage à l'intérieur de la Terre avec Patrick Cordier. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je titille un peu pour un peu.